Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais expliquer la différence entre une couverture de juste valeur et une couverture de flux de trésorerie selon IFRS 9. Dans chaque relation de couverture, il y a deux parties, l'élément couvert et l'instrument de couverture. L'élément couvert provient d'un contrat existant. Il pourrait s'agir d'une obligation émise aux investisseurs. Cela pourrait être un prêt avec une banque ou même un achat prévu de carburant. L'instrument de couverture est également un contrat, généralement avec une institution financière. Il pourrait s'agir d'un dérivé comme un swap, un contrat à terme ou un contrat à terme standard, futur. Donc en pratique, nous avons souvent deux contrats différents, parfois avec des contreparties différentes. L'obligation pourrait être avec des investisseurs, tandis que le dérivé est avec une banque. IFRS nous oblige à documenter cette relation dès le départ et à tester son efficacité dans le temps. L'idée est simple. Lorsqu'un contrat perd de la valeur, l'autre en gagne. L'objectif est de réduire la volatilité du résultat et de refléter la façon dont les entreprises gèrent réellement les risques. Commençons maintenant par la couverture de la juste valeur. Une couverture de la juste valeur concerne des éléments qui figurent déjà au bilan. Par exemple, une obligation à taux fixe, un prêt à recevoir ou même un stock de marchandises. Mais une clarification importante. Lorsque nous parlons de couverture de la juste valeur, cela ne signifie pas que ces éléments ont été initialement reconnus à leur juste valeur. Dans la plupart des cas, ils sont enregistrés à leur coût amorti comme une obligation émise ou un prêt à payer. Ce que permet la comptabilité de couverture, c'est d'ajuster leur valeur comptable en fonction de la variation de leur juste valeur liée au risque spécifique couvert. Et cet ajustement passe par le résultat. C'est pourquoi la documentation est si importante. Elle définit précisément quel risque est couvert et elle justifie pourquoi nous réévaluons un élément qui n'est normalement pas porté à la juste valeur. Prenons un exemple maintenant. Le 1er janvier, une entreprise émet une obligation d'1 million d'euros. Elle reçoit 1 million d'euros en liquide de la part des investisseurs et paie un coupon fixe de 5%. Cela signifie 50 000 euros chaque année. D'ici le 30 juin, les taux du marché augmentent à 6%. L'obligation paie toujours 50 000 euros, mais les nouvelles obligations sur le marché perdent désormais 60 000 euros. Les investisseurs préfèrent le rendement plus élevé et l'ancienne obligation devient moins attrayante. Sa valeur marchande chute de 40 000 euros. C'est l'élément couvert. En même temps, la société possède un contrat dérivé avec une banque. Lorsque les taux augmentent, ce dérivé prend de la valeur. Il génère des flux entrants supplémentaires d'environ 38 000 euros. Donc, si les deux positions étaient clôturées à ce moment-là, la société perdrait 40 000 euros sur l'obligation, mais récupérerait 38 000 euros du dérivé, effet net, seulement 2 000 euros. Voyons maintenant les écritures comptables au 30 juin. Débiter une perte dans le compte de résultat de 40 000 euros et créditer la dette obligataire de 40 000 euros pour refléter le mouvement de la juste valeur de l'obligation étant l'élément couvert. Débiter l'actif dérivé de 38 000 euros et créditer un gain dans le compte de résultat de 38 000 euros pour refléter le mouvement de la juste valeur du dérivé étant l'instrument de couverture. Ainsi, l'impact net dans le compte de résultat n'est que de 2 000 euros, car la variation de la juste valeur du dérivé compense la majeure partie de la variation de la juste valeur de l'obligation. C'est ainsi que la couverture de juste valeur stabilise le résultat à la date de reporting et, dans ce cas, la couverture est efficace. Passons maintenant à la couverture de flux de trésorerie. Cette couverture s'applique aux flux de trésorerie futurs qui sont hautement probables. Par exemple, un achat de carburant, une vente future en devises étrangères ou des intérêts sur un prêt à taux variable. La couverture concerne dans ce cas les intérêts et non le prêt ou l'obligation elle-même, comme nous l'avons vu précédemment pour la couverture de la juste valeur. Ici, le traitement est différent. La partie efficace de la variation de la valeur du dérivé ne va pas directement au résultat. Elle va d'abord dans les autres éléments du résultat global. Plus tard, lorsque la transaction prévue se réalise, le montant est reclassé de l'avoir vers le résultat. Toute partie inefficace va toujours directement au résultat. Utilisons l'exemple de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne prévoit d'acheter 100 000 barils de carburant le 31 décembre 20X1. Au 1er juillet, le prix est de 80 euros par baril. Le 31 décembre, le prix a augmenté à 90 euros par baril. Sans couverture, la compagnie aérienne paierait 9 millions d'euros, ce qui représente 1 million d'euros de plus que prévu. Mais la compagnie aérienne a un contrat à terme à 80 euros. Elle est donc protégée contre l'augmentation de 10 euros. Économiquement, voici ce qui se passe. La compagnie aérienne paie aux fournisseurs 9 millions d'euros au prix du marché. En même temps, le contrat à terme génère un gain de 1 million d'euros. Sortie nette, seulement 8 millions d'euros.
Voyons maintenant la comptabilité. Au 1er juillet, lorsque le contrat est signé, la valeur du contrat à terme est de 0. Aucune écriture n'est donc enregistrée à cette date. Entre juillet et décembre, le contrat à terme prend de la valeur. Au 31 décembre, le gain cumulé est de 1 million d'euros pour couvrir le supplément de 1 million d'euros prévu, dû à l'augmentation du prix par baril de 80 à 90 euros. Ceci est enregistré comme actif dérivé de débit 1 million, crédit OCI 1 million. Ce crédit constitue la réserve de couverture dans les capitaux propres. Le 31 décembre, lorsque le carburant est acheté, nous enregistrons débiter la charge de carburant de 9 millions, créditer la banque de 9 millions. Et enfin, nous recyclons la réserve de couverture depuis les capitaux propres, débiter OCI de 1 million, créditer la charge de carburant de 1 million. Le résultat dans le compte de résultat est une charge de carburant de 9 millions, diminuée par le recyclage de la couverture de 1 million. Charge nette reportée 8 millions d'euros. Dans cet exemple, la couverture semble parfaite. L'augmentation de 1 million d'euros du coût du carburant est exactement compensée par le gain d'1 million d'euros sur le contrat à terme. Mais dans la vie réelle, les couvertures sont rarement efficaces à 100%. Il peut y avoir de petites différences dues au timing, à des prix de référence différents ou à des décalages de volume. Selon la norme IFRS 9, toute partie inefficace de la couverture bypass les capitaux propres. Elle va directement dans le résultat. Ainsi, tandis que la partie efficace construit la réserve de couverture dans les capitaux propres, toute petite partie inefficace est immédiatement comptabilisée dans le résultat. Dans les deux cas, la comptabilité de couverture relie deux contrats, souvent avec des contreparties différentes, et les IFRS exigent que l'entreprise documente cette relation et en teste l'efficacité. Cela garantit que la comptabilité de couverture reflète réellement la réalité économique de la gestion des risques par les entreprises. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, visitez notre site web à easelearning.com. Vous y trouverez plus de vidéos de formation, des exercices pratiques et des quiz interactifs pour renforcer vos connaissances et compétences.